Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast LADNH. Aujourd'hui, je suis trop contente d'accueillir Aurélie. Bonjour. Yes. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, il faut savoir que ce podcast, on l'a reculé environ une dizaine de fois. On n'arrivait pas à savoir et on est obligé de le faire par visio parce que on habite à l'autre bout de la France, l'une de l'autre. C'est ça. Donc, toi, tu es de Bordeaux? Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis nous, on est de Normandie, donc forcément, il y a une petite trotte pour enregistrer. C'est ça. Alors, écoute, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche, ou en tout cas qui t'a touché aussi. Et voilà. Et est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Yes. Et du coup, je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans. Je suis mariée à Junior. On a une petite fille qui s'appelle Alba et qui a 18 mois, 1 an et demi. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis depuis quelques années, en fait, je me forme pour être accompagnante en désir d'enfant. Donc, on est en plein dans le sujet. Donc, c'est en développement, mais je pense que je reviendrai dessus un peu plus tard sur l'enregistrement. Et puis voilà, je suis donc de Bordeaux, je fais partie de l'église Momentum et je suis depuis peu étudiante. Voilà, je me suis inscrite à Momentum Academy cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais mon petit coup de pub et voilà. Trop bien. Bah écoute, que de belles choses de toi. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment peut-être tu as rencontré Jésus? Yes, alors, je dirais qu'il y a eu 2 rencontres. En fait, il y a eu mes parents se sont convertis quand j'avais 6 ans. Donc, on va dire que j'ai baigné dedans depuis très tôt, très jeune. Mais j'allais à l'église parce que mes parents allaient à l'église et parce que c'était devenu une routine et que c'était comme ça. Et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'aux alentours de mes 16-17 ans, j'ai eu une autre rencontre avec Jésus et qui était la mienne, du coup, et pas celle de mes parents. Et qui a fait qu'à partir de cette période-là, je sais pas la date exacte, mais à partir de ce moment-là où j'ai eu ma propre marche avec Jésus et je me suis émancipée de la foi de mes parents, en fait. Waouh, génial. Ouais. Eh ben, waouh, c'est trop beau. Enfin, déjà même, je trouve d'avoir déjà une première rencontre quand on est enfant, c'est une vraie grâce. Ouais. Et on a tous, je pense, cette reconnexion avec Dieu quand on a un peu plus grandi et qu'on se rend vraiment compte de qui il est. Je dis, en fait, j'aime le fait que on ait le choix, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'avais pas trop le choix de suivre un peu le mouvement. Et à partir d'un moment, c'est comme si Jésus se présente à moi et il me dit, ok, t'es grande maintenant, quel est ton choix à toi? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce qu'on rematch ensemble pour de vrai, mais genre juste toi et moi et pas tes parents, toi et moi? Et c'était vraiment mon choix, ça a été ma décision. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'émancipation, parce que c'est là où vraiment j'ai coupé ce cordon, on va dire, spirituel de je les suis parce que. Et voilà. Bref, je voulais faire cette petite aparté. Et tu as raison, parce que c'est vraiment, en plus, quand on baigne un peu dans le milieu, quand on est petit, effectivement, c'est à ce moment-là où on suit parce qu'on suit. Mais comme tu dis, là, il nous laisse le choix de dire, est-ce que tu veux qu'on ait une relation tous les deux? Est-ce que tu veux suivre ou est-ce que tu veux faire ta vie? Et il ne nous emprisonne pas à nous demander. Enfin, c'est une vraie grâce, quoi. C'est ça. Waouh. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, je trouve, assez tabou dans le monde chrétien. Oh, tabou. Et donc, on va parler d'infertilité et on va parler de ton parcours, de ton témoignage. Alors, je ne sais pas si tu veux un peu nous expliquer un peu peut-être comment t'es venu ce désir d'enfant, si c'était même avant de rencontrer ton mari ou si c'est venu bien après. Enfin, nous raconter ton témoignage. Yes. C'est venu bien avant que je le rencontre. J'ai toujours eu cette fibre assez maternelle depuis toute petite. J'ai grandi avec les cousins-cousines, donc forcément, quand il y a les petits nouveaux qui arrivent, on est très vite en train de s'occuper d'eux. Et moi, cette fibre maternelle, elle est arrivée relativement tôt. J'ai eu 2 petits frères par la suite. Donc, j'ai un frère avec qui j'ai 5 ans d'écart, avec qui on a une relation très fusionnelle.
même si j'ai ce côté très maman, avec très maman poule, à tout surveiller, à vouloir prendre soin d'eux, on a vraiment cette relation très frère et sœur et fusionnelle. Et j'ai un autre frère qui est arrivé quand j'avais 15 ans. Ok. Et ce frère-là, on a aussi une relation très fusionnelle, mais pas du tout le même lien qu'avec le premier. On a vraiment une relation. Enfin, moi c'est mon bébé. Hein. De toute façon, je l'appelle toujours comme ça. Ouais. Alors, il vient d'avoir 18 ans. Mais et en fait, quand il est né, il y a eu quelques événements autour de sa naissance. Quand il est né, en fait, j'ai perdu un de mes meilleurs amis d'un accident de moto. Donc, j'étais, à 15 ans, vivre le deuil et le départ d'un ami. Pardon, c'est difficile. C'est difficile à tout âge. Mais c'est vrai que quand on vit tôt, c'est très souvent qu'on vit des choses en famille, qu'on perd notre grand-mère, notre grand-père, on le vit en famille. Et là, je le vivais vraiment seule à l'intérieur de la maison. Et du coup, mon frère Emmanuel est né 3 jours après les obsèques. Et c'était très compliqué pour moi. En fait, d'un point de vue émotionnel, c'était... en fait, j'étais dans un rejet presque de son arrivée parce que en fait, j'avais pas fini d'être triste. Donc, je pouvais pas être heureuse tout de suite. Et c'était assez mélangé. Évidemment, du moment où je l'ai vu et je l'ai tenu dans mes bras, donc ça a disparu. Et en fait, j'ai eu c'était ma consolation en fait sur ce moment-là. Et en fait, j'aime expliquer que ça peut n'avoir rien à voir avec mon désir d'enfant, mais en fait, le lien s'est créé de cette manière avec lui parce qu'il est arrivé comme ça et ça a été très fort tout de suite. Mais bien sûr. 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Après sa naissance, notre mère, elle s'est blessée. Elle a fait une chute et elle s'est blessée. Elle avait, je ne sais pas combien de fractures au niveau de la tête de l'épaule. Et du coup, ça lui a immobilisé le bras. Quand on a un bébé, c'est pas pratique. Et du coup, elle ne pouvait plus faire grand-chose. Elle ne pouvait plus faire la cuisine. Elle ne pouvait plus se laver toute seule. Elle ne pouvait plus le laver. Elle ne pouvait plus trop lui donner le biberon. Elle ne pouvait plus lui changer ses couches. Donc, tu as pris le rôle de la maman, quoi. Exactement. Donc, moi, j'ai pris le rôle très naturellement parce que pour moi, c'était le mien. Bien sûr, mon père était là et mon père a gardé son rôle de père. Mais je veux dire, je suis très rapidement arrivée comme une assistante, en fait, et comme une deuxième maman. Et ça a créé un lien très, très fort. Et de m'occuper de lui, de voir la dépendance qu'il avait envers moi et comme ça a duré sur ses premières années de vie. En fait, ce que je dis, hein, les cauchemars la nuit, c'est dans ma chambre qu'il venait se réfugier. Quand il était triste, c'est moi qui venais voir. Enfin, il y a vraiment eu cette relation-là qui est née entre nous. Et en fait, de voir sa dépendance d'enfant envers un pseudo-adulte, parce que je ne l'étais pas tout à fait, en fait, je me suis dit, je suis faite pour vivre ça, en fait. C'est quelque chose que je corrige aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis née pour ça. Dieu m'a créée pour être maman et pour m'occuper de cette manière de quelqu'un, avec cette tendresse-là, avec cette bienveillance-là. Je déborde vraiment de ça et je suis créée pour ça. Donc, mon désir d'être maman, on va dire qu'il est né autour de la naissance de mon petit frère en 2006. Voilà. Et j'ai rencontré mon mari en 2009. Donc, juste rencontré. Et on s'est mariés en 2015. Donc, il y a vraiment eu un long chemin. Wow. Et du coup, déjà, c'est une super belle histoire et en même temps, j'imagine bien le lien fusionnel du coup et la valeur qu'a ton petit frère par rapport à tout ce que tu as pu vivre. Et donc, du coup, tu as rencontré donc, ton futur mari quelques années après. Yes. Et pendant ce temps, avant de vous marier, donc est-ce qu'il y a eu autant de temps de fiançailles ou vous avez commencé à vous fréquenter après ou... Alors, on s'est rencontrés en 2009. Il y a eu 3 ans de fréquentation sans fiançailles et 4. Messieurs, ne laissez pas vos fiancés, vos futurs fiancés attendre 4 ans, c'est très long. Amen. 4 ans et 2 ans de préparation pour le mariage. Donc, en tout, on est resté 6 ans sans être mariés. 6 ans sans être mariés avec mon méga désir d'être maman un jour qui s'éloignait. Surtout que moi, je m'étais fait un schéma je serai mère très jeune, j'aurai 3, 4 enfants. Voilà, je me suis fait mon schéma. Et étrangement, durant donc, ces 6 années-là avant mon mariage, plus les années de mon adolescence,
il y a une idée qui me trottait toujours dans la tête, qui me disait, imagine, tu peux pas avoir d'enfant. Toujours. Ça passait. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'en fait, ça me préparait quelque part à ce que j'allais vivre quelques années après, parce que autour de moi, je ne connaissais personne qui était en désir d'enfant. Ma maman nous a eus tous les 3 très rapidement. Je plaisante avec ça, mais j'ai une de mes cousines, elle éternue, elle tombe enceinte. Enfin, du coup, voilà, voilà, on sait que quand on est dans une période de désir d'enfant, on le voit beaucoup plus que des gens, voilà. Et du coup, j'avais personne autour de moi qui était dans cette situation-là, donc je ne sais pas d'où ça venait cette pensée de purée, imagine si toi tu peux pas avoir d'enfant, comment tu vas faire? Et du coup, en fait, plus le temps jusqu'au mariage se rapprochait, plus je me disais, ok, moi aussi j'avance, je suis pas vieille, mais j'avance quand même en âge. Mon projet de base d'avoir des enfants à tel âge, ok, j'ai déjà passé cet âge, donc c'est cuit. Et il y a eu des fois où clairement je disais à mon fiancé, du coup, mais franchement, on sait qu'on va se marier. Donc pourquoi on ne ferait pas un enfant avant finalement? Finalement, parce que tu commences à rentrer dans un compromis ça, c'était vraiment mon désir d'enfant était tellement fort que j'en arrivais à me dire, mais en fait, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut faire comme ça, mais parce qu'il n'y avait pas de certitude. Aujourd'hui, on est sûr qu'on va se marier tous les deux. Puis je dis, t'imagines comme ce serait beau sur les photos de mariage. Et il me disait, t'as craqué, rentre chez toi. Ah ouais, cache. Ouais, franchement, ok. Ne dis pas de bêtises qui vont te faire des bêtises. Il vaut mieux qu'on stoppe notre date là et puis va prendre un bon verre d'eau, une bonne douche froide et puis ça reviendra. Et puis effectivement, ça redescendait. Et j'étais en mode, mais pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. C'est d'abord, on va se marier et après, on verra. Et ça s'est passé comme ça. Mais du coup, c'est vrai que les 6 ans de relation sans être mariée, ça a été, par rapport à ce désir d'enfant, a été compliqué, ouais. Ouais, j'imagine bien. Et puis, ce qui est marrant, c'est vraiment tout ce que tu dis. Quand on est une femme qui a vraiment ce désir d'enfant en plus depuis jeune, moi, j'ai eu ce même désir que toi au même âge. Vers 16 ans, moi, c'était, ça y est, je voulais être maman à 20 ans, tu vois, mariée, mes enfants, tout ça. Voilà, le beau schéma. Et puis, pas du tout. Et ce qui est très marrant, ce que tu dis, c'est que j'ai eu les mêmes pensées qui sont venues. Et si tu pouvais pas en avoir? Et après, moi, j'avais même les pensées d'accusation, tu ne pourras pas avoir. Tu vois, mais je comprends tellement la manière dont ça a été fait. Waouh! Et du coup, vint le mariage, au bout d'un certain temps. Amen. Et du coup, est-ce que toi, à ce moment-là, tu as dit à ton mari, bon, let's go, maintenant on est mariés, on fait un bébé, ou est-ce que vous avez encore mis du temps à y réfléchir? On était assez d'accord tous les deux, donc on n'a pas eu à réfléchir, on n'a pas eu à se poser autour d'un café et puis de se dire bon ce serait cool d'y réfléchir. En fait, lui savait que moi j'avais ce désir très fort dans mon cœur et il l'avait aussi, il avait le désir de fonder une famille. Il n'avait pas forcément les mêmes timings que moi, c'est-à-dire que moi dans ma tête à 21 ans j'avais mon premier enfant. Mais voilà, il avait aussi cette envie de fonder une famille, de pas non plus attendre qu'on ait 40 ans pour se lancer dans l'aventure. Enfin voilà, on est plutôt, moi je dis, on aime nos boulots, mais on n'est pas des carriéristes, on est vraiment des gens très famille. Et du coup, ça c'était notre priorité. Notre priorité, c'était notre famille et pas forcément d'avoir un boulot qui nous rapporte 6 000 € par mois. Et ça serait merveilleux quand même, mais voilà. Mais c'était pas l'objectif. Voilà, exactement. Et du coup, on s'est mariés au mois de septembre et j'ai arrêté mon moyen de contraception au mois d'octobre, juste le mois d'après. Donc, on s'est laissé un laps de temps d'1 mois. J'aime dire ça aussi, ça peut paraître précipité pour certains qui ne le vivent pas comme ça, mais ça reste notre histoire à nous. On est quand même restés 6 ans en couple. Donc, pendant ces 6 ans, on a appris à se connaître, on savait nos objectifs de vie, c'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, qu'on venait de se marier, et même si c'est le cas, en fait, ça reste, c'est son histoire personnelle. Mais en tout cas, nous, voilà, on a eu ces 6 ans qui ont fait que on n'était pas en mode on rentre dans le mariage et maintenant on va
juste passé du temps que tous les deux, on va apprendre à se connaître, alors que les 6 dernières années nous ont permis de le faire, quoi. Donc, à partir du mois d'octobre, j'ai arrêté mon moyen de contraception. Et je pense comme toutes les femmes, je me suis dit, j'ai cette pensée qui me passe dans la tête, imagine ça marche pas, mais j'ai quand même cette autre pensée qui dit, et si ça marche finalement? Donc, j'ai commencé à partir du mois d'octobre à me dire, puis on n'est pas loin des fêtes, ça serait bien, un petit cadeau sous le sapin. Bref, à partir du mois d'octobre 2015, j'ai fait toutes les fêtes qui existent en me disant, ok, ça n'a pas fonctionné pour Noël, bon, c'est pas grave, il y a la galette des rois, on fera la fête, après, tout y est passé, Pâques, les anniversaires, fêtes de la musique, tout y est passé. On est toutes pareilles. Ça a tourné, mais oui, effectivement, je pense qu'on le vit toutes. Waouh, ouais, donc vraiment il y avait ce truc de à chaque fois, et puis à chaque fois, est-ce que tu as été aussi comme moi, ce qu'on appelle dans le jargon de ceux qui attendent des enfants, une testeuse compulsive? Maman, toi aussi? Moi, j'ai dit, je vais finir par prendre des actions chez toutes les marques parce que j'utilisais pas Clearblue, ça coûtait cher au bout d'un moment. Ouais. Au début, j'utilisais Clearblue parce que je me disais, vu qu'ils sont très réputés, qu'ils sont très chers, ça doit être les plus performants. Mais au bout d'un moment, je suis passée à ceux d'Action qui coûtent 72 centimes et c'était très bien. J'en arrivais, moi, à les démonter carrément, à me dire, mais peut-être qu'en fait, je le démonte et peut-être que la barre, je ne la vois pas parce qu'il y a une petite fenêtre par-dessus et qu'en fait, elle y est. Et puis, du coup, je faisais des photos avec des flashs en me disant, purée, mais j'ai l'impression de voir quelque chose là. Je suis pas folle. Et oui, j'étais une testeuse compulsive. Et il faut savoir que pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, moi, j'ai des soucis d'ovulation. Donc, qui n'ovule pas n'a pas de règles. Voilà. Donc, il pouvait m'arriver d'aller. Bon, là, j'ai battu mon record sur les dernières années, mais à ce moment-là, il pouvait m'arriver 2 mois, 3 mois, 4 mois de ne pas avoir de règles et du coup, de se dire, OK, en fait, si, il y a bien quelque chose en fait. Il doit y avoir une grossesse, pas possible. Et non, du coup. Waouh. Et donc, du coup, après, avec ce temps d'attente, à partir de quel moment tu t'es dit c'est bizarre, on va peut-être aller consulter? Novembre. Ah, excellent. Très rapidement, très rapidement, parce que plus les jours passaient, plus je me disais, cette pensée que j'ai eue il y a quelques années et qui est là constamment, me pousse à me dire que peut-être que j'avais raison. Donc, si je m'étais seulement écouté moi, au mois de novembre, j'y étais. OK. Mais je ne me suis pas écoutée que moi. Et je me suis dit, j'ai commencé à regarder un peu sur les sites, en combien de temps on tombe enceinte, les choses comme ça. Et il faut savoir que ma témoin de mariage, qui est une très, très bonne amie, elle tombe enceinte elle arrête son moyen de contraception, elle a dû tomber enceinte 15 jours après. Une semaine après. Donc, moi, j'ai ce truc de aller purée, c'est encore pour moi, c'est moi qui ne suis pas normale et tout ça. Et donc, c'est à partir de là, je commence vraiment à regarder sur Internet et là, je deviens Meredith Grey de Grey's Anatomy. Et si je peux juste me permettre pour les femmes qui écoutent et qui sont dans ce questionnement, ça peut aller de 6 à 1 an et demi, la moyenne, pour avoir des enfants. Pas de panique dès le premier mois. C'est ça, c'est pour ça que moi, j'explique ce que je vis et que j'allais effectivement le préciser. Moi, c'est vraiment cette pensée-là. Et puis, ce désir était tellement fort qu'en fait, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps à attendre. Alors que je me disais, OK, s'il y a un problème, ils sont mignons avec leurs 6 mois ou je sais pas quoi, là. Mais moi, ça fait déjà quelques années que c'est là, en fait. Et du coup, en fait, j'ai attendu. Donc, j'ai laissé passer la barre des 6 mois. Après, je me suis dit, bon, toujours rien. Je vais gratter encore un petit peu. Je vais attendre encore 6 mois. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai commencé, alors toute seule, parce que mon mari ne voulait pas aller consulter au début. C'est une chose un peu complexe aussi dans les couples, ce domaine-là. Mais moi, je pense qu'au bout d'un an, j'ai dû aller peut-être un peu moins d'1 mois, peut-être 9-10 mois, je dirais. Aller voir un gynécologue? Aller voir un gynéco en disant, voilà, j'ai arrêté mon moyen de contraception, mes règles, c'est un peu n'importe quoi.
qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mmh. Et du coup, mon mari, lui, il a dû, ça a dû prendre 1 an et demi, 1 an 3/4 à peu près, pour que lui se dise, il me fasse plaisir en m'accompagnant. Pas il décide d'y aller, mais il me fasse plaisir en me disant, «Non, non, moi je suis sûre qu'il y a aucun problème», mais bon, ça on a compris quelques années après le pourquoi c'est si difficile pour les hommes d'aller consulter, Ouais. mais mais voilà. Waouh! Donc à partir de ce moment-là, donc toi, tu vas voir la gynécologue et elle Yes. te dit quoi? Elle t'envoie faire des examens ou elle te dit: «Madame, c'est normal» ou? Alors s'il y a des médecins qui regardent, qui suivent ce podcast, heu, ne vous fâchez pas. Tous les médecins ne sont pas comme ça. Mmh. Mais on va dire que pour te résumer la chose, donc mon désir d'enfant a duré 7 ans, donc du jour où c'était possible, donc au mois d'octobre 2015, jusqu'à ce que je tombe enceinte, ça a pris 7 ans à peu près. Mmh. Et en 7 ans, heu, je n'ai jamais eu de diagnostic. Oui, je sais, je sais. On va dire pas 7 ans parce que du coup, j'ai le gynéco mon dernier gynéco qui m'a diagnostiquée, du coup, on va dire 6 ans et demi. OK? Mmh. Pendant 6 ans et demi, pas de diagnostic. Donc on me faisait faire des prises de sang Ouais. qui tout allait bien. On m'a fait faire des échographies, tout allait bien. On m'a fait faire, qu'est-ce qu'on m'a fait faire? Des hystéros, salpingographie qui font mal. Voilà, Ouais. tout allait bien. Tout allait bien. Donc chez moi, tout allait bien et après il manquait on n'avait pas les résultats de mon mari du coup pour qui, bah, du coup, il y a le spermogramme a été compliqué à pratiquer pendant quelques années. Donc du coup, bah, pas de diagnostic, mais en tout cas chez moi, tout allait bien. Et comment ils justifiaient, ils expliquaient ton temps d'attente d'ovulation? Et bah, justement, on n'en parlait pas et c'est là où je dis que s'il y a des médecins ici, ne vous fâchez pas parce que, moi, qui ne suis pas médecin, si une femme vient me voir et me dit, «Mes règles ressemblent à ça», je vais d'abord lui dire avant de je suis pas médecin, donc je vais pas chercher à la diagnostiquer, mais Mmh. je l'orienterai en tout cas pour lui dire: «Demande à ton médecin ou à ton gynéco de checker ton ovulation» parce que qui n'a pas de règles, c'est qu'il y a pas eu d'ovulation. À un moment donné, Tout à le fait. corps est comme ça et ça n'a jamais été vérifié. Jamais. Waouh! Voilà, donc il a fallu, en fait, c'est en arrivant à Bordeaux que, un jour j'ai fait une hémorragie et qui m'a conduite à l'hôpital et de cette hémorragie, en fait, on va dire que on avait un peu mis le projet bébé en pause, le temps qu'on s'installe à Bordeaux. Donc Mmh. quand je dis en pause, ça veut pas dire que j'ai repris un moyen de contraception quoi, ça veut juste dire qu'on l'a un peu sorti de notre tête pour s'installer et se concentrer sur notre arrivée à Bordeaux. Mais du coup, cette hémorragie m'a conduite aux urgences et en fait, aux urgences, ils me font remplir un formulaire, ils me posent plein de questions et du coup, moyen de contraception, non. Depuis combien de temps? Bah, 2015. Vous avez des enfants? Non. Ah. Du coup, elle m'a reposé la question et je lui dis: «Non, non, pas d'enfants» et Dites-moi l'année? Ouais. c'est exactement ça et puis finalement, c'est elle qui m'a remis la puce à l'oreille en me disant: «Bah, ce serait peut-être bien de consulter. On a un centre, nous, ici». Mais ouais, j'allais te demander justement, parce que pendant toutes ces années, il y a pas un moment donné où même ton médecin t'a dit: «Bah, peut-être aller voir ne serait-ce que même dans un centre de PMA pour, essayer d'aller voir». Parce qu'il y a des gynécologues, eux, ils sont spécialisés vraiment dans l'infertilité, Complètement, donc c'est leur job, hein. complètement. Et Il y a ben non, personne qui t'a oh là là. personne et en fait, c'est là où je me dis: «C'est quand même aberrant» et je sais que je suis pas la seule à vivre ça, mais j'ai consulté. J'ai pas consulté qu'un seul spécialiste, j'ai vu plusieurs gynécos, j'ai quand même eu, plusieurs examens, qui ont été Mmh. faits plusieurs fois et jamais en fait et puis même moi, en fait, il y a un moment donné où même moi, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, mais on fait quand même confiance aux médecins. Moi, je suis pas docteur, je suis pas gynéco, je suis pas dans le milieu médical. Donc si mon médecin ne m'aiguille pas là-dessus, il sait très bien pourquoi. Donc c'est qu'en fait, ça doit pas du tout être ça et que, je connais pas forcément, très bien le corps humain et que Mmh. peut-être que des fois on ovule et que finalement nos règles arrivent pas. J'en sais rien. Donc moi, je fais juste confiance à ce qu'on me dit Bien et sûr. on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner jusqu'au jour où,
Moi, je sais pertinemment qu'il y a un problème et je vais faire une écho. Et en fait, je suis allongée sur la table d'examen, l'écho se termine et en fait, la personne qui me pratique l'échographie me dit: «Tout va bien madame» et je m'effondre complet. Je pleure mais comme pas possible. Elle est en panique en disant: «Mais je vous ai fait mal?» et je lui dis: «Non, en fait, j'en peux plus aujourd'hui qu'on me dise que tout va bien». Elle me dit: «Beh, c'est une bonne nouvelle d'aller bien». Je lui dis: «Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas». Et je dis: «En fait, ça fait des années que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai l'impression que personne ne m'écoute et qu'en fait, personne ne trouve ce qui se passe et je vais rester comme ça combien de temps, en fait?» J'ai des périodes où j'ai pas mes règles pendant plusieurs mois et là, au contraire, c'était l'effet inverse où j'avais des pertes de sang pendant, je crois que pendant 3 mois et demi d'affilée, je n'ai jamais eu d'arrêt. C'était plus des règles, hein, au bout d'un moment, on n'appelle plus ça des règles, mais j'avais des pertes de sang comme des règles pendant 3 mois et demi. Oh, Donc en fait, voilà, il y a un moment donné, comme je dis et j'encourage toujours les femmes quand elles se disent, alors, sauf si vous êtes hypochondriaque, c'est autre chose, mais en fait, il y a un moment donné, en tant que femme, parce que je suis une femme et pas un homme, mais en tant que femme, quand il y a un vrai souci dans notre corps, ouais. il y a comme un instinct qui nous fait dire va consulter, tu vois. Exact. En fait, aujourd'hui, je dis toujours, si tu as vu un médecin, mais que tu es persuadé qu'il y a quelque chose et qu'il n'a pas trouvé, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va voir quelqu'un d'autre. Et c'est OK, en fait, jusqu'à ce que quelqu'un prenne ton cas au sérieux et te dise OK, on va s'occuper de ça. Exactement. Parce que moi, pour le coup, ça a duré 6 ans, ou pendant 6 ans, j'ai plus les dates exactes, donc entre 6 et 6 et demi, où madame, tout va bien. Et puis, du coup, tant qu'on n'a pas les résultats de monsieur, on va mettre ça sur de l'infertilité inexpliquée. Sauf que aujourd'hui, vu que je me forme dans ce milieu-là, dans le milieu du désir d'enfant, dans l'accompagnement, une infertilité inexpliquée, ça n'existe pas. Ouais. Ah oui, alors, ça peut ne pas être expliqué médicalement, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut préciser, infertilité inexpliquée médicalement. Mais quand on s'arrête et qu'on ne dit pas ça, quand on s'arrête à infertilité inexpliquée, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison ? C'est de ma faute. Ouais. Parce que je dois être trop tracassée, parce que je dois trop y penser, parce que j'ai pas choisi la bonne destination de vacances, parce que j'ai pas fait de l'acupuncture, parce que j'ai pas été chez le kiné, parce que voilà. Arrête d'y penser, ça va venir tout seul. Merveilleux. Voilà. Mais d'accord. Ouais. Waouh. Et waouh. Non, mais c'est très très dur et j'imagine même pas la douleur que de se sentir seule face à toi, ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que voilà, tu es persuadée parce que tu connais ton propre corps, face à des médecins qui ne t'écoutent absolument pas, ou qui te disent mais tout va bien madame, enfin rentrez chez vous, ça va, et qu'il n'y a personne qui à un moment donné s'est dit écoutez, on va vous orienter vers un centre spécialisé qui pourra peut-être aller voir plus loin. Parce que voilà, ils ont des techniques plus approfondies, mais en plus de ça, ils ont des connaissances. Des cas, ils envoient 6, 10 par jour. Donc, ils savent au bout d'un moment différencier certaines choses. Et puis toi, avec cette tristesse à chaque fois, et pendant ce temps-là, toi, tu fais des tests de grossesse, tu essayes d'attendre et d'espérer. Tu pleures tout le temps parce que, alors, c'est un autre sujet aussi, mais le temps passe. Et toute cette douleur-là, cette incompréhension, et j'aimerais juste savoir à ce moment-là, toi, ta relation avec Dieu, comment tu la vis ? Il y a eu pareil, il y a eu 2 étapes. On va dire qu'il y a eu les 4 premières années qui marquent un temps, et il y a les 2 dernières années, 4, 5, 6, 7, ok. Bon, c'est à peu près ça. 4 et après le reste. Qui a marqué un temps différent parce qu'on va dire que donc, mon désir d'enfant possible a démarré en octobre 2015, quand j'ai arrêté mon moyen de contraception. Et en 2019, je lance une page Instagram qui est aujourd'hui l'était une fois, mais qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça. Donc on va dire que juste de 2015 à 2019, c'était un avant. Ensuite, il y a eu un après. Et pendant toute la période de l'avant, donc de 2015 à 2019, ma relation avec Dieu était bloquée. Disons qu'on s'aimait, mais que c'était un peu conflictuel. Compliqué parce que incompréhension. Parce que, en fait, complètement incompréhension totale.
je me sentais seule parce que les médecins me faisaient me sentir seule, que à ce moment-là, je n'avais pas forcément le soutien de la part de mon mari que j'attendais. Mmh. Et ça, c'est pareil, c'est un sujet que j'aime développer, mais en tout cas, pendant ces 4 premières années, c'est comme ça que moi je le vivais. C'est pas forcément comme Ouais. ça que c'était, mais en tout cas, je le vivais comme ça. Je voyais des gens autour de moi tomber enceinte comme ça. Je me disais, ok, Seigneur, je suis ta fille. En fait, je t'ai donné ma vie. Mmh. Et puis, il y en a une là qui est à l'extérieur de la maison, qui a une vie de débauchée, pardon, mais et elle est enceinte. Pourquoi? Enfin, pourquoi elle est récompensée quelque part? Enfin, on arrive à même à trouver des phrases un peu particulières, bizarres. Ou même, tu as le fait des gens, tu dis, mais cette personne-là, elle veut même pas de l'enfant. Oui, mais ça, moi, j'en ai vu du coup des personnes qui n'en voulaient pas et qui tombent enceintes. Ah, comment je vais faire? Alors que moi, je suis en mode, mais moi, je saurais comment faire. Enfin, Mmh. ou des gens qui ont regardé des informations, qui abandonnent leurs enfants, qui leur font du mal, et tous les infanticides qu'on entend et tout ça. Mais alors là, moi, je pouvais rentrer facilement en colère. Ouais. Et j'ai eu pendant ces 4 ans une grosse période où je me suis complètement éloignée de Dieu. J'avais ma j'aime bien dire ma petite foi du dimanche. Voilà, Ouais. je vivais ma petite vie chrétienne du dimanche. Mais la semaine, en fait, j'étais fâchée, en fait. Donc, comme on pourrait, dans une relation avec une personne en face de nous, être fâché, on s'aime très fort, mais on ne se parle pas pendant un moment. Bah Mmh. voilà. Moi, pendant les 4 premières années, ça a été très comme ça et ça a été très yo-yo, en fait. Il n'y a jamais eu de très haut pendant ces 4 ans-là. Jusqu'au moment où j'ai complètement abandonné l'histoire et je me suis dit, ok, j'arrive plus à être fâchée, mais en fait là, j'arrive plus à rien. Donc fais ce que tu as à faire, fais ta part du job et puis je me laisserai aller. Donc si tu viens me chercher, je viendrai. Si tu viens pas me chercher, je viendrai pas. Wow. Ouais. Et il est venu te chercher? Là, en fait, c'est pas qu'il est venu me chercher, c'est qu'il était jamais parti. Eh oui. La bonne réponse. C'est ça, c'est ça. Et Wow. c'est ce qui m'a percuté, en fait. C'est que dans un temps où tu te dis, ok, je me dis plus rien, je pense plus rien, je laisse. Je suis plus en colère, je suis plus fâchée, je suis plus rien. Et Mmh. si tu viens me chercher, en fait, ça a été presque instantané la réponse. Mmh. Je suis jamais partie. Et encore une fois, comme je le disais au début, tout est un choix. Est-ce que tu veux choisir de rester fâchée et je resterai là, j'attendrai que tu sois plus fâchée? Ou est-ce que tu arrêtes d'être fâchée et tu me laisses te porter et te montrer que finalement, non, tu n'es pas seule dans cette aventure-là? Ouais, c'est fou, hein, mais c'est tellement ça et comme tu dis, en fait, jamais il nous abandonne, hein. Ça, c'est une petite pensée qui nous fait croire que, mais il nous abandonne jamais. Il est juste respectueux et il attend qu'on soit prêt. Ouais, Mais il attend. c'est ça. Il a une capacité d'attente beaucoup plus longue que nous apparemment. Oui. Waouh! Et du coup, en 2019, tu as changé le nom de ton Instagram en Il Ouais. était une fois? Alors, pas du tout. En fait, je vais, donc, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai eu cette hémorragie. Et en fait, alors moi, je suis quelqu'un qui aime les détails. Ok, j'aime vraiment tout ce qui est détail, tout ce qui est précision, tout ce qui est Mmh. oh tiens, c'est bizarre, c'est la même date. Je suis assez comme ça et je me dis que comme je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je dis toujours que Dieu nous parle comme on parle. Toujours. C'est-à-dire que si Dieu me parle comme il te parle à toi, je ne vais pas comprendre ce qu'il va me dire parce que c'est pas mon langage, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui fait attention aux détails et je sais que Dieu agit avec moi aussi dans le détail. Mmh. Et donc, je disais tout à l'heure que j'ai arrêté mon moyen de contraception en octobre 2015. On s'est installé à Bordeaux en juillet 2019 et en octobre 2019, donc octobre, je fais une hémorragie Mmh. le lendemain d'une veillée de prière. Oh! On fait une soirée d'Halloween un peu pour contrer un peu cette fête qu'on n'aime pas. De la vie. Voilà, on s'est dit avec plusieurs personnes du coup qu'on venait de rencontrer parce qu'on arrivait à Bordeaux, on connaissait personne, donc on s'est fait des amis et puis avec plusieurs d'entre eux, on s'est dit venez, on se fait une veillée de prière toute la nuit et le lendemain on se fait un méga petit déj. Mmh. Donc il y a cette veillée de prière le 31 octobre 2019 où très forte, c'était vraiment un beau moment. Plusieurs personnes qui connaissent absolument pas notre histoire vu qu'on vient de se rencontrer ont des paroles pour nous et nous, on sait ce qu'ils disent en fait. Quand ils nous les disent, on comprend très bien de quoi il s'agit
Et je suis très contente de les avoir notés parce que je peux les retrouver encore aujourd'hui. Amen. Donc ça, c'est si important. bien. Et quand je les relis, je me dis waouh, je ne me serais pas imaginé quelques années que j'en serais là aujourd'hui. Et le lendemain, donc on a fait ce petit déj. Et puis fin de journée, on se retrouve chez un ami. Et je ne le citerai pas, mais s'il passe sur cette vidéo, sache que je te fais coucou et je rigole encore de cet événement. On est posé chez lui et en fait, je fais une hémorragie sur son canapé. Oh, wow. Et une hémorragie qui est assez importante pour se dire on va peut-être aller à l'hôpital. Parce que, ok, quand j'ai mes règles, ça peut être assez hémorragique habituellement, mais là, c'est quand même beaucoup, donc on va aller à l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là que on va dire, l'après a commencé. Ok. Ça a commencé à partir de là, donc cette soirée, comme je te le disais tout à l'heure, cette soirée à l'hôpital où on m'a posé des questions, et puis je me suis dit, oh bah tiens, c'est drôle, parce qu'ici, j'ai pas de gynéco, ce serait peut-être bien que je consulte quelqu'un d'autre, et go. Et je me suis dit, sois intelligente. Prends un ou une gynéco qui a un domaine d'expertise. Prends pas genre un gynéco qui est juste disponible. Parce que ça, tu peux en trouver plein. Et du coup, sur Bordeaux, je trouve 2 spécialistes dans le domaine de l'infertilité et de la PMA. J'en vois 2. Un homme d'un certain âge et une femme qui a des yeux magnifiques. Oh, ok. C'est exactement ce que je vois. Je te dis vraiment, quand j'ai regardé, c'est ce que j'ai vu. J'ai regardé d'abord le profil de l'homme et je me suis dit, vu que ça a pris du temps quand même pour que j'arrive là et que j'ai toujours pas d'enfant ou ni de signe de potentielle possibilité de grossesse, j'avais peur qu'il parte à la retraite. Ouais, je vois. Donc, je vais aller chez la femme qui a de beaux yeux. Et elle a vraiment de très beaux yeux. Donc, je vais aller chez elle. Ouais. J'étais chez elle en laissant complètement l'autre de côté. Ok. Donc, je vais chez cette femme. Ça a pris quelques mois, forcément, pour avoir un rendez-vous. Je lui explique. Donc, on y va tous les deux avec mon mari. Je lui explique notre parcours. Et elle me dit, OK, je vais vous refaire faire les examens de base. Monsieur, va quand même falloir aller faire vos examens parce qu'on en a besoin. Mais vu que vous avez attendu tout ce temps, je ne vais pas vous laisser encore attendre et on va partir sur une FIV directe. Donc, fécondation. Moi, je sors de ce rendez-vous trop contente. Il y a des solutions. Enfin, quelqu'un ne serait-ce que me propose quelque chose. Ouais. Et j'ai un débordement d'espoir qui sort de je ne sais pas où. Je me rappelle quand on est sorti, il y avait un grand arc-en-ciel même dans le ciel et j'ai dit c'est pas possible, genre trop de choses. Et là, je dis à mon mari dans la voiture, je sais pas d'où vient cet espoir-là, vraiment c'est nouveau. Et je sais même pas si là je suis en train d'espérer en me disant ok ça va arriver, mais je me dis en fait j'en bave pas pour moi toute seule. Ok, il faut que je partage ça. Et donc là je lui dis je vais créer une page Instagram qui sera anonyme. Et en fait, je vais juste partager mon vécu. Donc, je partage toute mon histoire d'avant, donc avant ce rendez-vous-là. Et ensuite, pendant 2019, peut-être pendant 2 ans, je partage plusieurs fois par semaine des posts où je parle de mes rendez-vous, où j'explique tout ce qui s'est passé dans mon rendez-vous, comment je l'ai vécu, comment mon mari l'a vécu. J'explique comment je vis la fête des mères, comment je vis le fait que je passe dans un rayon et qu'il y a moins de 30% sur les poupées ou sur les vêtements d'enfants. Et vraiment, je rentre dans le détail de comment je vis tout ça. Et en fait, je vois que les gens répondent à l'appel et qu'il y a plein de gens qui y arrivent sur cette page. Et je suis en mode, mais en fait, peut-être que c'est ça que les gens ils ont besoin. Pas que quelqu'un qui a eu déjà des enfants ou pour qui c'est facile, mais en fait de témoigner sur ce qui, ok, ça va aller en fait. Non, là tout de suite ça va pas et j'ai besoin que quelqu'un me dise que ça va pas, tu vois. Moi c'est ce qui m'a manqué. J'ai personne qui m'a dit ça va pas. Ouais, et de se reconnaître dans, tu vois là tout le partage. Je le prends, mais je le vis. Enfin, je l'ai vécu aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je le vis et je l'ai vécu. Et ouais, c'est tellement important de pas se sentir seul. Yes, complètement. Et moi, en fait, je me suis dit, et c'est aujourd'hui une de mes phrases qui peut motiver plein de choses, c'est
Si ça n'existe pas et que tu en as besoin, crée-le. C'est tout. Voilà. Mmh. Et du coup, donc pendant 2 ans, je partage et puis c'est assez drôle même parce que du coup, j'identifie Bordeaux en ville, je parle du fait qu'on est un momentum, mais en fait, personne ne sait qui est derrière cette page-là. Et c'est très Ah ouais, drôle de voir Inconnu au bataillon. Et c'est très drôle de voir un peu là une espèce de fourmilière qui est en mode purée, mais c'est qui Aujourd'hui, il y a des personnes avec qui on est très amis et qui me disent mais un jour, tu as mis un post en disant que tu étais au labo et on a reconnu le labo. Et elle dit on était à 2 doigts de venir jusqu'au labo pour voir qui c'était. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et en fait, je réalisais pas que les gens étaient autant, que ça avait pris autant dedans. d'ampleur. Et Waouh. aujourd'hui, ces personnes-là qui étaient dans ce mood-là, c'est devenu des amis très chers à nos cœurs. Mais en tout cas, c'était trop drôle. Et en fait, pendant ces 2 ans, donc, je suis plus ou moins suivie par cette gynéco, puisque, comme je l'ai dit, on a démarré fin d'année 2019. Et qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Covid. Ah ouais. Covid. Ah ouais, lui, c'est vrai. Et Covid, et ben, qui dit Covid dit plus d'accès aux hôpitaux, sauf cas vital. Et que aller faire une échographie pour avoir un bébé ou aller faire un spermogramme, ça n'a rien de vital. Donc, décalé et redécalé et redécalé. Bon, je vais te passer tous les détails de ça, mais ça a été décalé plusieurs fois. Et l'examen lui-même, comme je le disais, mon mari a eu plusieurs échecs à cet examen-là, qui était compliqué pour lui. Et du coup, en fait, en fait, il avait aussi cette pression. L'examen était difficile, plus la pression de, en fait, il manque que tes résultats pour passer à autre chose, parce qu'il n'y aura pas de fécondation in vitro sans toi. Pendant le confinement, du coup, au mois de mars, en fait, on passe des temps tous les deux dans la prière. Et un soir, je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais c'était un soir plus particulier que les autres. Et en fait, je suis très silencieuse. J'écoute de la musique. Mon mari est en train de prier. Et en fait, j'ai comme je saurais pas l'imager, mais un peu comme, imagine que tu es sous une cascade et que c'est l'eau coule, tu vois. Pas vraiment ça, mais c'est comme ça que je le vis en tout cas. Ouais. Et là, j'ai comme une feuille de route qui me tombe dessus. C'est pas genre méga révélation, mais quand je dis feuille de route, c'est que c'est comme si une page blanche arrive et il y a comme des choses qui s'écrivent. Et il y a le cœur d'Il était une fois qui est en train de me tomber dessus. Donc, Il était une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aujourd'hui une page Instagram qui va évoluer. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une page Instagram et je ne vous dis pas plus, vous avez qu'à aller voir. Voilà. Je le mettrai en barre d'infos, tout ça. Enfin, vous pourrez aller voir et retrouver l'Insta. Et en tout cas, vous savez que si je parle de l'infertilité, que je parle depuis tout à l'heure, je parle quand même un peu d'Il était une fois et de ce à quoi je me forme pour accompagner les gens. Il était une fois, ça regroupe un peu tout ça. Voilà. Et du coup, il y a toute la vision d'Il était une fois qui coule, quoi. Et en fait, je suis en mode what ? Non, on va pas du tout faire ça, Seigneur. Pas trop envie. Je ne suis pas capable surtout de faire ça. Tu ne peux pas me demander, moi qui suis en train de vivre une chose, de me servir de ce que je suis en train de vivre pour encourager d'autres personnes. No way, c'est pas possible. C'est l'heure de la pause et je clôture maintenant cet épisode du podcast. Je vous retrouve du coup dans le prochain pour la suite que je vous mets tout de suite en ligne, mais il était nécessaire de le séparer en deux au vu de tout ce dont on a parlé et du temps que ça a mis. Alors écoutez, en attendant de se retrouver tout de suite, je vous fais des gros bisous, soyez bénis.